Bonjour et bienvenue à l'atelier École éphémère du cinéma dans le cadre du Festival du court-métrage de Clermont-Ferrand 2021 qui a lieu, on le rappelle, en ligne cette année. Aujourd'hui, nous sommes avec l'équipe de Nexus 6 qui nous rejoignent en direct depuis leur vaisseau spatial. Mais avant d'échanger avec les gars, nous allons regarder une petite vidéo. Alors, bonjour monsieur, vous m'entendez? On t'entend très bien. Super, merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci à vous de nous inviter. Super. Donc, pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, est-ce que vous pouvez vous présenter et expliquer un peu ce que c'est Nexus 6 et surtout ce qu'on vient de voir? Ok, alors on va juste expliquer ce que c'est que Nexus 6 et on se présente après. Nexus 6, c'est une chaîne YouTube qui parle de science-fiction et qui est en même temps une web-série parce que l'idée c'est de parler science-fiction en faisant de la science-fiction et donc de présenter une aventure qui se passe dans le futur et vous allez suivre du coup les aventures de notre équipage au 23e siècle tout en découvrant des œuvres de science-fiction. Voilà, je vais laisser les gens se présenter. Alors, je m'appelle Alexandre, je suis réalisateur et auteur sur la partie de fiction de Nexus 6. Moi, c'est Romain, et je fais tous les effets spéciaux de Nexus 6. Moi, c'est Cyril. Alors, je suis gérant de la société Fenchtoast qui produit Nexus 6. Et donc moi je suis Renaud, le présentateur et l'auteur de la partie chronique et co-auteur sur la partie fiction avec Alexandre. Voilà. Donc comme vous dites, vous parlez de partie chronique, partie fiction. C'est un peu un hybride en fait, votre projet. Parlez-nous un peu de vos parcours respectifs et comment est né le projet en fait. Alors juste pour résumer un petit peu comment est né le projet, à la base ça vient d'une rencontre d'amis d'enfance qui se sont rencontrés au collège et qui ont sous on peut dire la direction d'Alex commencé à faire des films. Il y avait Alexandre, il y avait Thomas Kuhn qui est notre ingé son qui n'est pas là avec nous aujourd'hui, en tout cas pas devant la caméra, qui avait commencé à faire des petits sketchs et puis on s'est rencontrés, on a rencontré plus tard Cyril et d'autres qui sont encore dans l'aventure aujourd'hui et tout ça a amené à une professionnalisation via une
l'association que Cyril et Alexandre avaient mis en place, Point Zéro, qui est devenue ensuite la boîte de production French Toast. Et ensuite, ça a été la volonté de s'imposer sur YouTube, puisque YouTube était en train d'exploser il y a quelques années. Et nous, on avait envie de faire du contenu pour YouTube. Et la chronique fiction fonctionnait bien. Moi, j'avais envie de parler de science-fiction. Alexandre avait envie de faire de la fiction. Donc, c'est vraiment ça qui a créé ça, quoi. Et du coup, pour les parcours, du coup, moi, j'ai eu un parcours, donc un BTS audiovisuel dans un premier temps en option montage et post-production. Donc, j'ai eu une petite carrière de monteur, mais parallèlement à ça, du coup, j'ai essayé de faire de la réalisation, des films, on peut dire amateurs, évidemment à la base, et puis au fur et à mesure, en se professionnalisant avec la société de production, on a vu un peu plus loin. Je suis passé par du clip, par beaucoup de choses comme ça, mais voilà, c'est à la base de la post-production. Puis j'ai eu une formation de monteur de bande-annonce de films pour la chaîne RTL 9. J'ai fait ça pendant un petit temps. Et puis voilà, j'ai un peu jonglé entre différentes boîtes de prod et à côté, donc ce projet sur Internet. Alors moi j'ai un parcours un peu atypique parce que je viens à la base de métallurgie, ça n'a rien à voir, mais enfin à part si on considère le vaisseau comme en métal, mais bon. Non, mais à part ça, voilà, je viens de métallurgie et j'ai changé complètement de cursus. Je me suis auto-formé sur Blender, le logiciel. Et en fait, ça a pris énormément de temps et il se trouve que la boîte dans laquelle j'étais en métallurgie a coulé et j'en ai profité pour complètement changer de métier et me concentrer à 100% là-dedans. Et je me suis professionnalisé avec le temps en créant ma structure, etc. Et en faisant de plus en plus d'effets spéciaux jusqu'à arriver à en faire maintenant dans de la fiction. Voilà. Alors, j'ai rencontré Alexandre et Thomas, qui sont aujourd'hui les deux associés de la société French Toast au lycée, en option électronique. Voilà. Ensuite, eux sont partis en BTS audiovisuel. Moi, j'ai continué dans cette voie-là de l'électronique et j'ai rapidement changé pour me lancer dans une aventure théâtrale par l'intermédiaire d'un conservatoire. Par la suite, j'ai repris des études en management et en gestion de société. Voilà. Et sinon, ce qui concerne la production audiovisuelle, là, je peux dire que je suis 100% autodidacte. Voilà, donc l'électronique amène à la production audiovisuelle. Comme quoi. Et moi, j'ai aussi un parcours assez atypique puisque je ne viens absolument pas du milieu de l'audiovisuel ni de l'écriture au sens large. En fait, il y avait une passion un petit peu pour ça, due à l'amitié qu'on s'était forgée. Et depuis toujours, j'ai été un peu créatif grâce à ce cercle d'amis. Mais au niveau des études, moi, j'ai fait une école de commerce, tout en sachant très bien qu'à terme, ça ne me correspondrait pas trop. Et puis, il y a eu un moment où, comme beaucoup de créateurs sur Internet, période de chômage, qu'est-ce qu'on fait, etc. Et puis, il y a eu les astres qui se sont alignés. Et oui, il y avait cette volonté de donner mon opinion sur de la science-fiction. Donc on s'est lancé, quoi, tout simplement. Justement, en parlant de cet aspect chronique de votre travail, quand on regarde les épisodes, on se rend vite compte de le travail de recherche et d'analyse que vous faites. C'est assez profond quand même. Je voulais juste savoir d'où est venue vraiment cette envie d'aller aussi loin dans l'analyse que vous faites. Le fait d'aller aussi loin, je sais pas. Juste, de toute façon, avec Nexus 6, on a envie d'être ambitieux sur tous les aspects. Donc, à partir du moment où même l'aspect technique devient très ambitieux, il faut aussi que l'aspect analyse suive, quoi. On peut pas se satisfaire de juste donner son avis sur une œuvre de manière bête et méchante. Donc, il faut trouver des axes, il faut trouver des problématiques, il faut essayer de voir qu'est-ce qui n'a peut-être pas été abordé chez d'autres créateurs ou sur d'autres médias. Donc, c'est un peu cette volonté-là qui prime, c'est trouver la bonne idée. Maintenant, pourquoi la science-fiction ? Tout simplement parce que je suis passionné de science-fiction depuis que je suis enfant. Et en fait, au tout début de l'idée, je m'étais rendu compte que personne ne parlait de science-fiction sur YouTube, ou en tout cas pas de manière unique. Même à la base, je m'étais demandé si on n'allait pas faire que de la littérature de science-fiction, mais en fait, ça suffisait pas pour bien illustrer les épisodes, etc. C'est pas très visuel, le livre, malheureusement. Donc,
On aime tous le cinéma, le jeu vidéo, etc. Donc il n'y avait pas de raison de se cantonner qu'à ça. Donc la raison, elle vient d'une passion. Maintenant, la profondeur, c'est gentil de dire ça parce qu'on est assez critique avec notre travail. Donc des fois, j'ai l'impression que c'est pas assez profond. Mais je sais pas, on a aussi eu des exemples. Hein, on les cite souvent. Mais dans la chronique fiction, il y avait d'autres créateurs qui existaient déjà. Je pense aux Fossoyeurs de films, je pense à Karim Debache, Chroma, etc. Qui, eux, brillaient quand même par la clarté, la qualité de leur analyse, donc il fallait au moins être au niveau. Donc moi je pense que c'est aussi ça qui a déterminé cette envie d'aller loin, quoi. Tu veux ajouter quelque chose Non. Ok, et parlons un peu de ce qu'on a vu là en début de l'émission. Qu'est-ce qu'on a regardé en fait? Alors, au début de l'émission, on a regardé l'introduction. En fait, il s'agit des premières minutes de l'épisode 7. La volonté de ce plan séquence, c'était vraiment d'immerger le spectateur dans l'univers de Nexus 6. Ça fait 6 ans du coup qu'on travaille sur un univers, qu'on fait évoluer à la fois dans les personnages, à la fois dans les thématiques qu'on traite, à la fois dans, par exemple, on invente des marques, on invente des planètes, on invente des espèces aliens, etc. Et on avait une volonté dans cette introduction de plonger le spectateur là-dedans très rapidement pour qu'il en prenne plein les yeux, quoi, et qu'il soit prêt à accueillir l'histoire qui va donc se dérouler depuis ce point de départ jusqu'à la fin. Et c'est un immense travail du coup de VFX, donc c'est vraiment un plan full CGI comme on dit, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de vrai là-dedans. Et donc ça a pris 1 an à développer, je pense, et même encore en amont avec le développement par écrit, les idées simplement. Il y a quand même des publicités qui sont réelles, qu'on a vraiment tournées parce qu'on voulait rapporter un peu de plus-value. Et puis aussi beaucoup d'easter eggs, beaucoup de références personnelles aussi. On peut voir un peu de Star Wars, un peu de 5e élément. Enfin, il y a plein de petits trucs un peu cachés. Je pense que je peux laisser parler vite fait Romain qui donc s'est occupé de faire ce plan de 2 minutes, c'est ça? Ça, c'est 2 minutes plan séquence. Alors, c'est un énorme défi technique. Ça a pris donc 1 an, à peu près 1 an pour faire tout ça. C'est très très long. Après, oui, il y a beaucoup de subtilités, beaucoup de choses à voir, etc. Je pense que c'est quelque chose qu'on peut mettre pause, un peu décortiquer, etc. Parce qu'il y a énormément de choses. On en prend plein la vue. Et c'était un peu le but, c'était de faire un truc très foisonnant qui représente à la fois l'univers de Nexus 6 qui devient de plus en plus complexe d'ailleurs, avec des marques comme Zegemapids d'ailleurs. mais voilà, et du coup de mettre aussi plein de choses en rapport avec la SF en elle-même, quoi. Mais c'était voilà. Et oui, j'ai fait ça presque tout seul. On m'a un peu aidé à concevoir certaines choses, des bâtiments ou des vaisseaux, mais sinon, j'ai tout le reste, j'ai fait tout seul. Voilà. En effet, on voit bien l'ambition du projet, mais parlons plus spécifiquement du projet de la trilogie. Comment est né ce projet? Et il me semble que vous avez pu bénéficier d'une participation importante de votre communauté. Oui, donc pour la trilogie, en fait, ce qui se passe, c'est comme on est, si vous voulez, l'équipe évolue au fur et à mesure des années. Et moi, en tout cas, en tant que réalisateur, et nous deux en tant qu'auteurs, on essaie de laisser libre cours finalement aux idées qui viennent. Et il s'avère que ce soit du côté de la lumière, du côté des VFX numériques, du côté aussi de tout ce qui concerne la déco, donc tout ce qui est décor, comme par exemple ici, ou encore les effets plastiques, donc tout ce qui est les masques aliens, le latex, ce travail-là. En fait, les personnes avec qui on travaille ont aussi des ambitions personnelles, et moi je trouve qu'il est important en tant que réalisateur de laisser aussi cet imaginaire se développer, parce que forcément, si ça fait plaisir à la personne qui travaille dessus, on peut vraiment atteindre des niveaux à mon avis, comment dire, des
de haute ambition en fait, parce que ce sont les personnes qui maîtrisent leur sujet, maîtrisent leur domaine, peuvent apporter ça au projet. Je trouve que c'est vraiment super intéressant. Donc la trilogie est née là-dedans en fait, l'envie de vouloir faire vivre des idées qui venaient un peu de partout. Et évidemment, en tant qu'auteur, l'idée c'était de rassembler tout ça, de voir ce qu'on pouvait faire, de se créer des challenges. Chaque épisode est différent. L'univers est développé dans l'épisode 7, mais il est encore développé dans l'épisode 8. Mais en fait, on n'est pas du tout dans le même mood, on n'est pas du tout dans le même rythme, dans la même ambiance. Donc on s'est aussi mis comme ça des challenges au fur et à mesure des épisodes. Et le but, c'est que tout le monde puisse s'exprimer au sein de l'équipe. Et puis, oui, rappeler aussi à la genèse du projet, bien évidemment, il y a l'histoire, mais il y a eu aussi le financement de l'œuvre. Et c'est là où, en fait, la communauté Nexus 6 a énormément contribué à la mise en place de ce qui va sortir là maintenant, parce que le point de départ quand même, ou en tout cas un des points de départ, ça a été la réussite de notre campagne de financement participatif sur la plateforme KissKiss, où on a levé quasiment 100 000 euros. Et c'est vrai que s'il n'y avait pas eu à ce moment-là un soutien aussi prononcé de notre communauté, sans doute que le film aujourd'hui n'aurait pas été aussi ambitieux. Je n'ai rien à ajouter, c'est très bien. Je dirais juste que c'est pour ça qu'au début de l'introduction, on a mis cette phrase où on remercie nos KissBankers et nos tipeurs, puisqu'effectivement, même si on a dû trouver les moyens de réaliser tout ce projet en allant chercher d'autres sources de financement, sans cette aide de base qui est énorme, on n'aurait absolument rien pu faire et rien déclenché, quoi. Justement, je crois qu'on a en exclusivité une teaser pour l'épisode qui va sortir prochainement, qu'on va, qu'on va diffuser maintenant pour justement... Cyril, reste au radar. Texno, répare-moi rapidement ce putain de commutateur. Et le copilote? Un copilote. Je jouais soft, je suis pas contrariant. On voulait jouer hard. On va jouer hard. Acceptez. Ou mourrez. J'active le bouclier arrière. Écorchons ces marsouins. Lâche-nous maintenant. C'est parti pour le show. Ils veulent entrer en communication avec vous. Donc voilà, on vient de voir le teaser du prochain épisode et aussi l'intro en début de l'émission. On voit bien l'ambition du projet. J'ai lu, l'ambition est telle qu'elle nécessitera 3 ans de travail à peu près. C'est bien ça Oui, 2 ans et demi pour le moment, quoi. D'accord. Et on peut parler un peu des étapes créatives de la trilogie et les difficultés que vous avez rencontrées parce que même avec le financement que vous avez pu avoir, je me doute que ce n'était pas si simple non plus. Oui, alors il y en a plein, des difficultés qu'on a rencontrées. On commence par quoi? C'est ça la question. Ouais. Bon, déjà, il y a eu une phase d'écriture. Faut savoir que, pour être tout à fait honnête, le projet tel qu'il va sortir, il est bien plus ambitieux même que ce qu'on avait imaginé en faisant le KissKiss, déjà de base. C'est-à-dire que ce qui avait été plus ou moins prévu avec le KissKiss, on avait une idée de la chose, mais en fait, avec le temps qu'a pris le projet et puis l'ambition toujours grandissante, au final, on va accoucher de quelque chose qui n'était pas ce qu'on avait en tête à la base. Ce qui est bien, mais ce qui a évidemment conditionné des problématiques. En termes d'écriture, bon, il y a eu des problématiques, enfin, il y en a toujours quand on écrit, on fait plusieurs versions, on débat, etc. Mais les problématiques, elles ont plus été d'ordre sur le tournage, des choses comme ça. On a eu des problèmes, notamment météorologiques. Je vais laisser le réalisateur en parler. Oui, alors pour la météo, effectivement, on a décidé de faire un tournage en extérieur. Donc ce premier épisode, là, le teaser qu'on vient de voir, en fait, ça se passe dans l'espace et plus particulièrement dans les décors qu'on connaît bien dans Nexus, puisque c'est genre notamment le cockpit, on y tourne très souvent, etc. Donc en fait, c'était des lieux qu'on maîtrisait, qu'on a commencé à avoir l'habitude d'utiliser, donc on a pu pousser les choses vraiment, je pense,
au maximum. On a poussé tous les potentiomètres au maximum en utilisant la caméra dans les intérieurs, en faisant varier les lumières, en faisant évoluer tout ça. Et par contre, donc, pour revenir au problème météorologique, le deuxième épisode se passe en plein milieu des Alpes, qu'on a évidemment transformé. Enfin, on va rajouter des éléments, etc., pour donner le sentiment qu'on est bien plus loin que dans les Alpes. Mais du coup, là, forcément, quand on travaille un peu en flux tendu, avec les budgets qu'on avait, etc., on ne peut pas se permettre de rester 2 mois et demi au milieu des Alpes en se disant on aura tout le temps de tourner, et puis s'il y a un souci, s'il pleut, tant pis, on retournera demain. Là, on était vraiment en flux tendu. S'il y avait un peu de pluie, ça nous mettait en retard. Si le soleil se couchait trop tôt, ou en tout cas qu'il était caché par les nuages ou qu'on manquait de luminosité, on devait arrêter et retourner le lendemain. Enfin, on a vraiment vécu ça au plus proche, et ça nous a notamment mis pas mal dans la panade, puisqu'on a dû retourner 1 an plus tard, puisque en fait, à l'issue de la première phase de tournage, on avait quand même dans l'intention de faire un premier tournage et puis sans doute des petites bricoles à tourner pendant l'hiver, et puis réussir comme ça dans l'année 2020 à post-produire les épisodes. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que fin de l'été 2019, le bilan, c'était qu'il nous manquait des choses dans les Alpes. Et il fallait à nouveau réorganiser le départ, etc. Donc on a prévu un autre tournage à l'été 2020, pile entre les 2 confinements. On a eu beaucoup de chance. À la base, c'était même pendant le premier. À la base, c'était pendant le premier, ça a encore été décalé, parce qu'évidemment, on a subi aussi la situation. Mais disons que voilà, on a dû retourner. Et en fait, finalement, c'est un mal pour un bien, cette histoire, parce que effectivement, les ambitions créatives du projet, comme tu le disais au début, ont évolué. Au départ, à l'écriture, on avait une idée, on a un peu raboté 2-3 trucs, puis après, on a essayé d'améliorer vraiment considérablement ce qu'on voulait en trouvant des lieux, en essayant de créer des décors particuliers, etc. Et puis, le fait d'avoir une deuxième phase de tournage l'été d'après, on s'est dit, allons à fond, améliorons vraiment les scènes, préparons un peu plus peut-être le terrain, le jeu, et faisons en sorte que qu'on puisse, pourquoi pas, en faire, d'ailleurs c'est le projet, faire un court-métrage. Je crois que c'est peut-être, GTC, ouais. Parce que justement, la grosse problématique, comme c'est un format hybride, ça a été de financer une œuvre comme celle-ci. Et aujourd'hui, on voit bien qu'il existe des aides, notamment pour le court-métrage, et c'est tant mieux. Mais du coup, il n'en existe pas pour des œuvres comme les nôtres. Donc ça a été vraiment une très très grosse difficulté de se dire comment on finance, par quel dispositif. Donc par chance, depuis quelques années, il y a une nouvelle aide au CNC qui est l'aide CNC Talent. On essaye avec la guilde des vidéastes, donc d'autres producteurs d'œuvres à destination du web, de militer auprès des régions pour mettre en place des aides pour soutenir ce type d'œuvres. Mais c'est vrai que comme elle n'existe pas encore ou pas assez, du coup, moi, j'ai fait pression sur l'équipe en leur disant, les gars, vous allez écrire une chronique fiction, c'est très bien, mais du coup, je vais vous demander d'écrire une fiction qui puisse faire un court-métrage, comme ça, moi, l'intérêt, c'est que je puisse prendre ce court-métrage et le déposer à des aides de court-métrage. Mais en fait, comme l'écriture à la base n'était pas une écriture faite pour du court-métrage, mais que c'était censé ponctuer des périodes, des moments de chronique, du coup, en termes de rythme, de mécanique, de fluidité, c'était pas pensé comme une fiction. Mais moi, j'avais quand même besoin qu'il fasse ce travail-là pour que je puisse déposer des aides. Enfin bref, c'était tout un casse-tête. Et puis, l'intérêt de passer de la chronique au court-métrage, il y avait un double intérêt, notamment celui du financement, qui a été un vrai casse-tête pour moi. Mais il y avait aussi cette idée de toucher aussi un plus large public, un public qui peut toucher et à la fois des gens présents sur YouTube, mais aussi des gens dans des festivals comme celui de Clermont-Ferrand, où en fait ma venue au sein de ce festival a aussi contribué à cette envie de faire en sorte que cette trilogie puisse donner un court-métrage. Enfin bref, ça a été toute une réflexion. On est dans une œuvre hybride, mais en même temps, les dispositifs n'existent pas. Donc voilà. Pourquoi on a mis autant de temps pour la production de cette œuvre, c'est notamment en lien avec le financement, ça c'est clair et net. Et du coup, c'est vrai qu'on a profité de KissKiss, donc qui a un financement participatif de façon ponctuelle, où là on s'engageait bien à faire 3 épisodes, mais on a aussi utilisé un autre moyen de financement participatif qui est une autre plateforme qui s'appelle Tipeee, qui elle en fait est un moyen de financement de manière mensuelle. Donc c'est pour ça que tous les mois on avait environ 2 000 €, donc ce qui n'est pas beaucoup.
Et faut savoir que du coup, on utilise cette petite somme depuis plus de 2 ans. Donc voilà aussi la raison pour laquelle ça a mis autant de temps. Je voulais juste parler des effets spéciaux, enfin lancer le truc, parce que l'un des sujets aussi, c'était les effets spéciaux. Mais tu as autre chose à ajouter? Oui, sur le sujet dont Cyril vient de parler. En fait, on n'est pas tellement éloigné du fait de faire un court-métrage parce que l'analyse qu'on fait depuis le départ sur ce qui se passe sur Internet, c'est que le mélange fictionnel et chronique est finalement un projet hybride qui, je crois, ne vit que sur YouTube ou sur Internet. On n'en voit pas sur Netflix, Amazon, ça n'existe pas ailleurs. Mais pour ce projet, nous, on a vraiment voulu changer la donne, c'est-à-dire que la plupart du temps, je pense qu'on essaie de faire on traite d'un sujet et puis on trouve des scènes qui vont pouvoir se coller finalement à peu près au sujet. Mais ce qui fait que si on enlève la partie chronique, on se retrouve avec des bouts de scénario un peu partout et rien n'est collé. Nous, l'ambition dès la base du projet, c'était d'écrire une histoire dans laquelle le capitaine du Nexus 6 nous parle d'un film. C'est-à-dire, vous êtes en train de faire un vol avec votre vaisseau, vous vous faites attaquer, ça tire sur vous, vous devez fuir, mais en même temps, vous décidez de faire une chronique. Parce que finalement, c'est votre boulot, il faut le faire aussi. Voilà, et c'est dans cet esprit-là qu'on est parti. Donc finalement, au départ, l'idée de faire un cours, c'était pas très clair, mais très rapidement, on s'est dit, on peut le faire. On va pouvoir y arriver. Évidemment, on va devoir jouer de ruse. Et moi, au niveau de la réal, c'est un énorme challenge parce que je sais qu'il y a des scènes qui vont forcément pas forcément fonctionner comme je l'attends. J'explique ça facilement. Par exemple, quand on fait la chronique, on suspend le temps, c'est-à-dire le spectateur est en train de regarder l'émission et puis le capitaine est en train de parler d'un sujet, il se passe 2-3 minutes et puis l'action continue. Et on se dit, ah bah oui, pendant ce temps, le temps était suspendu et puis les choses vivaient et tout d'un coup, il y a un nouveau problème. Sauf que là, si on enlève cette partie où tu fais ta chronique, on passe du coq à l'âne, il y a un problème, il y en a un autre, il y a un machin, et donc l'histoire ne se tient pas. Donc va falloir trouver des solutions et on y travaille très dur. On a déjà trouvé quelques solutions d'ailleurs. Autre en termes de thématiques abordées par ce que sera le format court-métrage, c'est qu'en fait les 3 épisodes traitent chacun d'une œuvre ou d'un genre, etc. Et chaque épisode a une ambiance aussi qui correspond au sujet qui sera abordé. Donc ça marche dans la version chronique. Mais effectivement, quand on met en mode court-métrage, d'un coup, il y a des décisions qui avaient été prises dans le format chronique fiction qui, dans le cadre d'un court-métrage, peuvent paraître un petit peu, je dirais, stéréotypées. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'on assume, c'est que ce court-métrage sera aussi une manière de montrer qu'en France, on sait faire du bon space opéra et de la bonne science-fiction ambitieuse, même si ça répond aussi à des stéréotypes qu'on a pu déjà voir, des archétypes de science-fiction. Il y a une forme d'hommage, mais c'est aussi parce que moi, je suis un militant de la science-fiction en France, et l'objectif de Nexus 6, c'est aussi de montrer qu'on sait faire. Parce que c'est quelque chose qu'on entend souvent. En France, on ne sait pas, on n'a pas les talents pour le faire. La preuve, si il y a les talents, il y a la qualité. Et donc, c'est presque un peu une forme de pilote aussi, et de démo technique aussi, pour montrer qu'en France, on sait faire. Et du coup, on sait faire des effets spéciaux. Ah, pardon, vas-y, termine. Du coup, en fait, quand vous voyez la difficulté qu'on a de vous expliquer tout ceci, vous vous doutez bien que ça a été extrêmement compliqué pour monter tout ça, de faire comprendre ça, surtout dans le cadre d'un financement ou autre. Ça se fait par l'intermédiaire d'un dossier. Donc, expliquer à l'intérieur d'un dossier qu'on est dans une chronique fiction, un format hybride, mais qu'on souhaite en faire un court-métrage, mais que du coup, parce qu'on traite d'une œuvre, on est un peu dans du cliché par rapport à cette œuvre, mais on se doit quand même d'être dans une œuvre originale dans le cadre du court-métrage. Enfin, c'est un bordel. Et effectivement, c'est vrai que dans les financements d'œuvres, je vais dire, plus traditionnelles, donc moins hybrides par rapport à ce qu'on peut voir sur YouTube. C'est vrai que ça a été vraiment une grosse galère à faire comprendre aux gens ce qu'on allait faire, et c'est vrai qu'on s'est pris des grosses critiques assez violentes. Ouais. Mais je pense juste parce que les gens ne visualisaient pas vers quoi nous allions, et j'espère que les quelques images que vous voyez y contribuent davantage. Oui, je vais juste, vu que la question c'était quand même, je crois, quel problème on a rencontré. Hein. Mais ça en fait partie. Au final, aujourd'hui, ça fait à peu près, depuis qu'on a fini le tournage fin 2019, on a démarré les montages de chacun des épisodes. Et comme c'est, voilà, pour que ce soit facile, il s'agit de montage à trous.
C'est-à-dire qu'il y a des plans qu'on n'a pas, notamment les plans CGI. Donc le boulot au montage et à la réal, c'est d'imaginer quels vont être les plans, juste en parlant et en mettant un bout de texte dans le montage qui dit « le vaisseau tourne à droite ». Le vaisseau s'explose. Très bien. Et après, il faut imaginer le timing. On commence à en parler avec Romain. Romain, tu as travaillé pratiquement 6 ou 7 mois sur, je pense, tout ce qui était plan squelette, c'est-à-dire qu'en fait, on a des vaisseaux, on a un univers, enfin, les astéroïdes, tout ça, tout est gris, tout est moche, on se rend compte de rien, mais en vrai, ça nous permet de travailler vraiment, le montage. Et moi, ce que j'avais un peu comme pression, c'était de démarrer le sound design et de démarrer la composition musicale. Et pour ça, il fallait que le projet soit qui ait une durée finie. C'est-à-dire, on ne peut pas le faire évoluer au fur et à mesure et demander au gars du son, bah vas-y, recolle des trucs, rebidouille, tiens, je te renvoie une nouvelle version. Donc il fallait qu'il y ait une durée finie. Et pour qu'il y ait une durée finie, il fallait qu'on soit sûr de nos plans. Donc ça a été vachement compliqué de se mettre d'accord. Puis maintenant, il y a la deuxième salve qui arrive depuis à peu près 1 an avec ce plan d'intro que vous avez vu au début et des plans qui sont maintenant finis et qu'on découvre en se disant ouais mais ça va trop vite, non mais là c'est trop lent, mais là on se rend pas compte de ci, de ça. Donc on réadapte encore un peu sans changer la durée. Parce que sinon, on mettrait en péril tout le workflow. Et ça, on ne peut pas se le permettre. Donc voilà le genre de difficultés auxquelles on est confronté là tous les jours. Encore là, quand on aura fini cette conversation, ensuite on est à l'étage et c'est reparti. Mais voilà, je peux te laisser un peu nous parler de ton travail. Oui, c'est vrai que c'est assez difficile parce que effectivement, c'est donc le squelette, ce qu'on appelle le layout, c'est vraiment, faut se donner une idée, c'est que c'est une bataille spatiale, donc normalement il y a des tirs, il y a des explosions, il y a plein de choses qu'on ne voit pas du coup avec le layout, on voit que des cubes gris. Et effectivement, quand moi je rajoute les tirs, etc., c'est très, l'espace c'est noir, les tirs c'est ultra lumineux, donc c'est ultra épileptique, ultra violent. Donc on est obligé de réduire des choses. Il y a plein de choses qui ont quand même bougé un peu. D'ailleurs, Thomas Kuhn, notre ingé son, a un peu gueulé parce que bon, forcément. On bouge un peu des choses, alors il y a des tirs qui correspondent plus à ce qu'on avait avant, etc. Mais c'est très très difficile, et puis c'est un peu une découverte, que ce soit pour toi ou pour moi, oui, c'est vrai. Oui. Oui, c'est un peu une nouveauté, et comme je disais, un défi technique, et je me suis retrouvé à apprendre sur le tas, à faire du code en Python, à faire à apprendre des notions de mise en scène, même de réal ou de supervision de toutes ces choses-là, de passer du layout à toutes ces étapes, animation, de faire les matériaux, les textures, le lighting, toute la lumière. Je me suis même mis à faire du volumétrique, donc avoir de la fumée, des explosions, dans une espèce d'atmosphère un peu dans l'espace pour pas que ce soit juste des astéroïdes et des étoiles. Donc tout ça a rajouté énormément de temps. Mais c'est aussi ce qu'on disait par rapport à l'ambition, c'est que y a un peu 2 étapes qui s'est passées. C'est que vu qu'il y a eu du retard sur le tournage, moi j'en ai profité pour améliorer les choses, ce qui fait qu'aujourd'hui je me retrouve avec quelque chose d'extrêmement long et difficile. Mais par contre, visuellement, et c'est ce qui compte, je pense, ça va déboîter, quoi. Voilà. Pour résumer, c'est le fait que l'ambition du projet était telle qu'en fait c'est une première pour tout le monde. Et du coup, tout le monde découvre au fur et à mesure des aspects de son métier auxquels il ne pouvait pas du tout s'attendre parce que c'est juste la première fois. Et c'est ça aussi qui, des fois, repousse un petit peu. Voilà les choses. Et je pense qu'on a vraiment fait un bon panel de tous les problèmes qu'on a eu, mais on en oublie. Mais on fera un making-of, alors vous en saurez plus. On a tout documenté. Mais justement, vous êtes sur le point de sortir donc, le premier épisode de la trilogie. Il n'y a pas encore de date officielle, je crois. Mais non, on regarde Romatumi, là, et non, il n'y en a pas. Mais on voit le bout du tunnel, c'est tout ce qu'on peut dire pour le moment, quoi. Ouais, et qu'en est-il des 2 autres épisodes? Et puis du coup, le court-métrage éventuel, c'est... Oui. Ce que je peux dire, en fait, comme j'ai expliqué tout à l'heure, en fait, à la fin du tournage de 2019, j'ai commencé les montages. Et évidemment, j'ai pas attendu d'avoir fini le 7 pour faire le 8 ou le 9, étant donné que le 7 s'est retrouvé vite fait dans les mains de Romain Toumi qui commençait à bidouiller les effets. Pendant ce temps, j'ai pu démarrer le montage du 8 et le montage du 9.
Bien sûr, oui, oui, oui. C'est vrai qu'il y avait cet aspect-là. J'ai commencé à monter ce que je pouvais, on va dire, sur le 9 et sur le 8. Il y avait encore des trous. Donc, évidemment, ça, ce sont des projets qui, à l'heure actuelle, ne sont absolument pas partis en vraie post-production. Enfin, c'est-à-dire qu'on est qu'à l'étape du montage et le montage n'est pas encore validé. Donc, voilà où en sont l'épisode 8 et 9. Mais par contre, en termes d'effets spéciaux numériques, en termes comment dire, de moyens qu'on va développer en post-production, je pense que l'épisode 8 sera moins gourmand. Voilà, donc ça nous rassure aussi sur les échéances. Ouais, voilà, le 7, c'était vraiment. En fait, le 7, c'est un challenge à part entière. Faire un dogfight dans l'espace avec peu de moyens, des décors en bois, voilà. Je veux dire, voilà, c'est vraiment. C'était un challenge de ouf. Je pense que c'est pour ça on est à la fois heureux, fier et en même temps on est fatigué de ne pas finir ce truc, quoi. On veut que ça sorte, quoi. C'est clair. Mais normalement. Après, ça devrait aller un peu mieux. Et l'épisode 9 est quand même un peu balèze. Mais il traite au niveau des effets, je pense que ce sera légèrement différent. Et puis, on attend aussi peut-être de voir comment ça va se passer à l'issue de la sortie de l'épisode 7, l'engouement qu'il peut y avoir derrière. On ne sait jamais, en fait, on est vraiment dans une situation où de mois en mois, de diffusion en diffusion, on découvre un peu ce qui se passe. Parfois, il y a des gens qui s'intéressent au projet, il y a des gens qui veulent parfois soutenir. Enfin bref, tout est encore possible. Voilà. Mais on suit vraiment le mouvement sur l'épisode 8 et le 9. C'est bon, ouais. Oui, bien sûr. Oui. Bah, c'est vrai qu'il y a beaucoup moins de travail de post-production sur les deux prochains. De toute façon, il y a environ, en termes de quantité, c'est énorme. Il y a environ 900 plans truqués donc, sur les 3. Et sur le 7, il y en a les 3/4. Donc, alors après, pour se donner une ordre d'idée, 900 plans truqués, même sur un court-métrage si on rassemble le tout en court-métrage, on est sur un blockbuster. Enfin, voilà, c'est énorme, quoi. Tout à fait. Du coup, on a parlé du fait que vous n'avez pas forcément des parcours, on va dire, typiques dans l'audiovisuel, mais également, vous n'êtes pas non plus basé dans la capitale, ce qui auparavant était plus ou moins une obligation. Je voulais juste savoir, du coup, c'est quoi, vous pensez que le futur de la production, bon, on va dire en ligne, mais pas que ça peut se passer en province, comme on dit? Alors ça tombe bien, on en a débattu pendant 1h30 avant ce live, en relisant tes questions. Oui, on va laisser le prod un petit peu parler, mais déjà, ça dépend de ce qu'on veut faire, quoi. Ça dépend quel est le projet, je pense. On se disait que ça dépend du projet. C'est vrai qu'il y a déjà une petite décentralisation en ce qui concerne la production audiovisuelle, donc tout ce qui est à destination de la télé, notamment grâce aux chaînes régionales, la présence d'Arte, notamment en Grand Est à Strasbourg. Après, l'avantage du web, c'est que justement, comme on n'est plus en lien avec un diffuseur, bah là, je trouve que ça permet pour le coup une véritable décentralisation. Donc, on peut créer du contenu à destination du web, peu importe où on se trouve, à condition qu'on le fasse avec peu de moyens, on va dire. Par contre, c'est vrai que si on veut faire du cinéma, je pense, pour le moment, hein, c'est comme ça, c'est factuel, mais pour le moment, oui, il y a toujours une très, 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 très grosse concentration de la production cinématographique. Enfin, toute l'industrie cinématographique, en tout cas, une très grosse partie est située à Paris. Ouais. Donc, ça me paraît difficile aujourd'hui de produire un film. Enfin, c'est possible, hein. Je dis bien que c'est possible, mais est-ce qu'il y aura une véritable décentralisation et que Paris ne sera plus le seul point central de toutes les décisions? Ça me paraît un peu compliqué quand même. Juste pour rebondir là-dessus, donc ouais, je partage tout à fait ton avis. De toute façon, c'est une belle conclusion à notre débat. Hein. Moi, je dirais juste qu'on a bénéficié d'une certaine chance avec Nexus 6 par rapport au vivier de techniciens qu'on peut trouver dans la région Grand Est, notamment avec le Luxembourg à côté. Où il se passe finalement des tournages de cinéma, donc il y a un savoir-faire quand même, et notamment je prends l'exemple de notre chef-op Laurent Steiner qui travaille très souvent sur des longs métrages. Il amène finalement cette patte aussi dans le projet Nexus 6 parce qu'il comprend finalement comment on fait du cinéma, ce qui est, je pense, un gros avantage et qui diffère de peut-être d'autres régions où finalement, à part la télévision justement, où
le cinéma en région, c'est rare. Et on a la chance à Luxembourg qu'il y ait quand même des tournages assez souvent. Évidemment, en ce moment, non, vu la situation. Mais voilà, donc on bénéficie vraiment de ça sur la région Grand Est. Et évidemment, il y a d'autres boîtes de prod, etc. Là, je parle vraiment du cinéma parce que ça nécessite tout ce savoir-faire, un peu parfois artisanal. Je parle aussi de Lucie Chossler qui fait tout ce qui est VFX, etc. Euh, le- oui, oui, les VFX pratiques, j'aime le terme make-up et creature design. Voilà, donc du coup, c'est déjà arrivé de faire des make-up, de faire des choses pour notamment le cinéma, des faux corps, des choses comme ça. Le décor aussi. D'ailleurs, le cockpit du Nexus 6, il a été dirigé par Arthur Després, qui est un décorateur qui va souvent travailler justement à Luxembourg et en région parisienne, etc. Mais voilà, je crois que la capacité de Nexus 6 à exister sur YouTube dépend fortement de cette envie de vraiment bien faire, et on peut bien faire parce que les gens sont un peu là, et ça, c'est un avantage certain, quoi. Moi, sur l'aspect prod, le futur de la production, je peux parler que du web, puisque moi, je n'ai d'expérience que là-dedans. Mais c'est vrai qu'il y a une forme d'utopie par rapport à la création du web. D'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'on est sur YouTube à la base, c'est que ça laisse une plus grande liberté par rapport à des diffuseurs, des fois, qui peut-être ont des conditions par rapport aux propos ou à la violence qu'on peut faire apparaître, des choses comme ça. Donc là, c'est sûr que c'est des problématiques qu'on rencontre moins. Quoique sur YouTube, il y a quand même des règles, hein, on ne peut pas faire n'importe quoi, mais on est quand même, à part peut-être être démonétisé, ce qui, nous, en tout cas chez Nexus 6, ne représente pas grand-chose des apports financiers, on n'a pas cette pression. Donc il y a une forme de liberté, et ça, c'est important. Maintenant, du coup, par exemple, si on commence à trouver, par exemple, ça ne peut passer que par le financement participatif. C'est-à-dire que si un jour tous les abonnés donnaient chacun 1 € par mois, et on en a 210 000, ce qui est quand même pas mal, on aurait 210 000 € par mois, et là d'un coup, on n'est plus du tout obligé de passer par Paris pour quoi que ce soit. On n'est d'ailleurs plus du tout obligé de passer par qui que ce soit. On est complètement indépendant. Donc ça, c'est une utopie. Ce serait cool. Maintenant, est-ce que ça va être la réalité? Je ne pense pas. Et bon, c'est compliqué. En tout cas, c'est ce qu'on constate sur la production à destination du web, et c'est ce qui est hyper intéressant, et c'est ce que moi j'ai vu, parce que justement, comme je suis producteur autodidacte et quasiment exclusivement d'œuvres à destination du web, c'est vrai que je vois comment se montent les films, même si je ne l'ai jamais fait. Du coup, le véritable avantage qu'on a, c'est que très souvent, on traite avec un diffuseur qui, lui, vient mettre de l'argent dans une œuvre, qui impose forcément des conditions, et nous, sur le web, parce qu'on a une communauté, on réussit à transférer cet apport que fait un diffuseur vers les différents contributeurs par l'intermédiaire des plateformes de financement participatif. Et ça, c'est une chance incroyable. Et c'est vrai que ça serait formidable que Nexus 6, dans quelques années, soit le premier film intégralement financé par ses contributeurs. Là, ça serait super. Et ce serait aussi extrêmement novateur en termes de financement. Ça serait super. Et si c'était le cas, on ne serait pas obligé de s'installer à Paris, même si on aurait sans doute des relations pour la distribution ou autre, je ne sais pas. Mais effectivement, si il y a une centralisation, je pense que c'est très en lien avec les capitaux, on ne va pas se mentir. Si maintenant on réussit à faire en sorte que la communauté de Nexus 6 finance directement et plus par l'intermédiaire d'un diffuseur quel qu'il soit, voilà, on sera libre de s'installer où on veut, et même de la Martinique, pourquoi pas. Oui, j'aimerais bien. C'est tout ce que je vous souhaite. Mais justement, Cyril, pour revenir un peu sur ce que tu disais, est-ce que vous avez quand même pu constater un peu peut-être un changement des préjugés que pourrait y avoir peut-être des financeurs plus traditionnels, on va dire? Vous avez parlé tout à l'heure de comment c'était compliqué pour les gens à comprendre, à appréhender l'ambition de votre projet. Vous constatez quand même qu'il y a une modification un peu du point de vue des financeurs un peu plus traditionnels? Alors je pense que ça vient, mais ça vient déjà parce qu'il y a quelques personnes qui ont réussi à faire des œuvres qui vont bien au-delà des frontières du web. Donc c'est bien la preuve que des gens
du web ont pu exploser. Donc ça, c'est déjà une première chose. Ensuite, ça vient aussi parce que y a aussi un peu de lobbying de notre part. Alors on s'est fédéré avec d'autres producteurs à destination du web pour justement porter nos problématiques. Je pense que ce qui a fait un peu changer cette vision, ça a été la mise en place du NED-CNC, donc le Centre national de la cinématographie, qui est quand même le principal organisme qui finance le cinéma et l'audiovisuel en France. Donc dès qu'il y a eu ces premiers appels à projets du CNC, c'est vrai que ça a fait un petit peu basculer les visions qu'on pouvait avoir sur ce type d'œuvre. Maintenant, le chemin est encore long. Parce que moi je l'ai vu dans les commissions et notamment quand j'ai présenté les œuvres comme Nexus, en fait c'est vrai qu'on a tendance, et notamment en France on est comme ça, et même ces différentes aides, on voit qu'elles sont cloisonnées. Elles sont cloisonnées justement en fonction de la destination. Si jamais on va à la télé, ok, ça se range dans quelle case ? Ok, alors comment ça doit être composé, et en plus avant les plateformes VOD, il y avait même des conditions de durée parce que ça rentrait dans des grilles télévisuelles. Donc en fait, on voit bien que voilà, il fallait être un bon élève et même dans sa rédaction de copie, il fallait être et voilà, il fallait cocher des cases. Et d'ailleurs, les gens qui avaient pour habitude de juger ou de noter ces œuvres-là se basaient justement sur une grille de lecture. Et là, le web est en train un peu de changer tout ça. Donc j'ai envie de dire que c'est une évolution des mentalités. C'est pas encore le cas, hein. Je trouve que oui, il y a quelques années encore, comme je disais que dans le meilleur des cas, on nous regarde avec indifférence et dans le pire avec mépris. Et ça, c'est vrai que c'est quand même ça. Les gens sont quand même en train de se dire oula, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que vous êtes en train de faire. Et je sais que moi aussi, en tant que producteur, il y avait cette volonté, notamment avec les 3 épisodes de Nexus 6, de dire ouais, regardez ce qu'on va faire, même si c'est à destination du web, ça va, et on l'espère, tout défoncer. Et justement, c'est pour que ces personnes-là puissent se dire ah ouais, ok, on vous a pas regardé toutes ces années, et maintenant il faut quand même qu'on commence à s'intéresser à vous et à votre travail. Bah, t'as répondu, hein. Tu as répondu. Donc on arrive bientôt à terme de notre échange. Je voulais juste savoir pour les internautes qui nous suivent, si vous aviez des conseils pour des futurs créateurs, d'après vos expériences. Il faut... moi c'est vrai que je mets vachement l'équipe en avant, parce que c'est fédérateur, ça permet d'aller plus loin. En fait, quand on est seul, et même si on est exigeant avec soi-même, il n'y a jamais cette petite voix autre qui va apporter soit une autre vision, une autre sensibilité, etc. Et c'est ça qui pousse. Donc moi, vraiment, ce que j'ai tiré de ces 5 années, c'est le travail en équipe. C'est pas tout le temps facile, hein, on le sait. Hein, on a des problèmes, mais c'est comme dans toute équipe, et c'est normal. On a des problèmes, aidez-nous. Non, mais c'est que du bon. Après, nous, on a la chance aussi de tous se connaître. Enfin, vous voyez, avec Alex, on se connaît depuis 23 ans maintenant. C'est quand même gigantesque. Plus de la moitié de nos vies. Donc, c'est quand même fou. Tout le monde n'a pas cette chance, mais il y a des gens qui sont venus depuis le début du projet. Donc, ça fait que 5 ans qu'on les côtoie. Et pourtant, aujourd'hui, ils sont pleinement intégrés. Ils apportent une vraie plus-value, Alex l'a dit. Donc, vraiment, pour moi, c'est l'équipe. Voilà, voilà, faites ce qui vous plaît, évidemment, parce que nous on part du principe que les gens vont pas faire des choses par cynisme juste pour faire des vues. Il y en a, mais bon, pour moi c'est pas des créateurs, donc je ne m'adresse pas à eux. Si vous êtes un créateur, faites quelque chose évidemment auquel vous croyez, et puis entourez-vous de gens de confiance. Je pense que j'ai rien à rajouter. Tu m'as piqué tout mon développement. Non, mais voilà, oui, non, mais c'est vrai que quand j'analyse un peu la situation, ça fait longtemps qu'on fait des projets. Alors, évidemment, pas comme ce qu'on va sortir là, en termes d'organisation, mais ça a toujours été important d'avoir un contrepoint et quelqu'un qui puisse te dire quand tu te plantes ou te corriger sur un truc ou venir t'aider pour faire. Je sais pas, faire un plan spécial où ça peut vraiment changer la donne et puis permettre de te dépasser tout simplement. Donc moi je pense que c'est le cinéma, en tout cas tel que nous on l'imagine, c'est un travail d'équipe, c'est un travail en communauté. Il faut le vivre un peu comme une famille d'une certaine manière. Je pense que ça se passe comme ça dans pas mal de milieux.
c'est pas le cas sur tous les films, mais quand ça arrive, quand c'est le cas, je pense qu'on peut vraiment faire des choses importantes. Voilà. D'un point de vue purement contractuel, si on doit clôturer ce live, en dehors du financement participatif, je tiens quand même à remercier les quelques partenaires qu'il y a eu. Voilà, parce que même si les aides dites traditionnelles n'existent pas encore, des alternatives sont en train d'être tout doucement mises en place. Et c'est vrai qu'on a pu trouver quand même un soutien auprès de la région Grand Est et Metz Métropole, voilà, la métropole dans laquelle a lieu toutes nos aventures. Donc voilà, je tenais quand même à le rappeler, même si je milite encore pour que des aides un peu plus avantageuses, un peu plus conséquentes soient développées pour les productions à destination du web. Voilà. Bah, je ne sais pas si vous avez d'autres remerciements ou autres messages à faire passer avant qu'on se quitte. Bah, merci à notre public, à nos abonnés, à nos tipeurs, à nos kissbankers. Voilà, on le dit à chaque fois, mais sans eux, ça fait longtemps que peut-être on aurait peut-être pas arrêté, mais en tout cas, ça aurait été clairement pas la tête que ça aujourd'hui. Et merci au Festival de Clermont de nous avoir invités. On est vraiment ravis. C'est dommage qu'on ne se voit que par le web, mais espérons l'année prochaine que ça ira mieux. Bon, nous, on vit dans le futur. On sait que ça va très mal se passer pour vous au niveau sanitaire, mais bon, voilà, croisez les doigts. Bah, j'espère quand même qu'on pourra se croiser ou l'année prochaine ou dans un futur pas trop lointain. Avec plaisir. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui et bonne continuation Merci à à vous. vous. J'ai bien hâte de découvrir la trilogie et puis le court-métrage par la suite. Nous aussi. Merci les gars. Merci beaucoup. Au revoir. Et pour nos spectateurs, nous rappelons que vous pourrez nous retrouver dès demain à la même heure, c'est-à-dire 14h15, pour un live en direct de l'école de l'Artifix à Montpellier. Merci d'avoir regardé et à demain.